Disons que enfin, chacun aura son point de vue sur la question de oui ou non, est-ce qu'on est d'accord pour la création d'un ordre. Mais en tout cas, quand on demande est-ce que les associations existantes constituent un frein à la création d'un ordre, je me demande quelles associations en fait. Bon, je parle du Cameroun. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que, bon, comme on dit au Cameroun, je vois mes enfants grandir. Je me nomme Eric Etoke, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Merci petit à petit. Bonjour, je passe bonsoir au Cameroun. Donc, est-ce que il y a quelqu'un qui aimerait nous dire quelque chose avant qu'on commence? 5 minutes, donc on va commencer. Donc, merci déjà d'être présent. Je savais qu'il y a plusieurs personnes qui sont occupées, qui vont à des occupations, donc c'est pas facile de se connecter à cette heure, surtout que c'est un dimanche, on doit se préparer pour lundi. Mais c'est important de pouvoir créer du temps comme ça pour pouvoir parler. Depuis qu'on a créé le groupe, on n'a pas eu le temps d'échanger, donc ça c'est la première l'opportunité qu'on a aujourd'hui d'échanger un peu sur le sujet c'est quoi un ordre. Et je pense que ça suscite un engouement au Cameroun. On parle de l'ordre depuis des lustres. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble est-ce que c'est quelque chose de faisable. Et si c'est faisable, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir aller dans cette direction. Donc, je vais commencer. Donc, la présentation, comme j'ai dit, c'est quoi un ordre? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et je vais aller à la première. La présentation va juste commencer là maintenant. Ok, donc je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Etoke, traducteur agréé et terminologue agréé, ambassadeur de l'OTIAC, membre du comité MIFI OTIAC, donc le ministère de l'immigration et de la francisation du Québec, et l'OTIAC pour le programme d'aide à la reconnaissance des compétences des personnes formées à l'étranger, en traduction. Je vais dire aussi en interprétation et en terminologie. Donc c'est encore en cours parce qu'on travaille aussi sur ces projets-là. Je vais mettre certaines personnes. Ok, donc fondateur du groupe WhatsApp Univers canadien pour les traducteurs interprètes en Afrique. Donc si vous voulez nous rejoindre, bon, vous êtes libre de nous rejoindre sur WhatsApp au numéro qui s'affiche et par courriel aussi pour plus d'amples informations. Ça, c'était la présentation. Donc, on va aller à la première. On va aller au vif du sujet, qui est ici de parler de ce qu'on va faire. Donc, avant de commencer, on va parler des consignes. Dans chaque réunion, il y a des consignes, surtout quand c'est en ligne. On aimerait bien, je vois déjà que tout le monde a déactivé son micro, c'est déjà bien. Donc, on désactive les micros lorsqu'on n'a pas la parole. On lève le doigt. Je pense que vous savez où on lève le doigt sur Zoom. Et si vous avez besoin de parler, si c'est impossible, vous nous signalez simplement que vous voulez parler. Et puis, activez la caméra lorsque vous prenez la parole. Temps de réunion de parole, 2 minutes par intervention. Donc voilà un petit peu ce qui va aider à ce que la réunion puisse, ou la rencontre puisse se passer très bien. Donc, j'aimerais dire ici qu'on a deux parties ici. On aura la première partie va surtout se situer au niveau de la compréhension de ce que c'est qu'un ordre. Et ça va être plus théorique. Donc, je vais vous passer des vidéos, vous allez écouter, et puis on va discuter après de ce qu'on comprend dans ces vidéos. Et puis, la deuxième partie va être vraiment la faisabilité d'un ordre des traducteurs-interprètes au Cameroun et dans d'autres pays africains. Ça va être vraiment des sujets à discussion où on va ouvertement on va ouvertement parler de ces sujets, des questions qui concernent l'ordre, des associations. Et enfin, on va peut-être trouver une conclusion pour pouvoir avancer. Donc, comme j'ai dit, c'est deux parties, divisées en deux parties, dont la première partie va commencer tout de suite. Ok, donc la première partie, il y aura des vidéos que je vais présenter. Donc, la première vidéo, je vais la lancer tout de suite.
Donc la première partie, comme on disait, c'est comprendre ce que c'est qu'un ordre. Et donnez-moi juste une minute pour que je la prépare cette vidéo. Je vais juste changer ça ici pour que l'écran soit plus large. Juste une minute. Les ordres professionnels sont des regroupements de personnes, de travailleurs, surtout des professionnels, qui diffèrent beaucoup d'autres associations ou syndicats ou corporations ou même fédérations. Leur particularité, vraiment, c'est la protection du public. Il y a 45 ordres qui regroupent au-delà de 300 000 professionnels. Par exemple, les médecins, les ingénieurs, les infirmières, pour exercer leur profession, ils doivent faire partie de leur ordre professionnel. Le Barreau du Québec, c'est un ordre professionnel. Il a la mission de protéger le public. Le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession par le biais de son service de l'inspection professionnelle. Le service de l'inspection professionnelle mandate des inspecteurs qui vont visiter régulièrement les avocats pour s'assurer que ceux-ci assurent des services de qualité à leurs clients. En plus de respecter la loi, tous les avocats sont soumis au Code de déontologie des avocats. Qu'est-ce que le Code de déontologie? C'est un code qui impose des devoirs et des obligations à tous les avocats dans l'exercice de leur profession. Donc là, qu'est-ce que vous avez compris? Je pense qu'en résumé, on essaie un peu de prendre le cas du barreau du Québec, qui est un ordre, et on explique ce que c'est qu'un ordre. Donc vous avez compris que un ordre, la plupart du temps, est une arme de gouvernement qui essaye de régulariser une profession. Donc, dans l'autre cas, les traducteurs. Et surtout, quand cette demande d'avoir un ordre, c'est toujours quand on comprend qu'il y a des problèmes qui naissent au sein de cette profession. Donc, il y a beaucoup de charlatans qui entrent. Ça suscite l'intérêt et c'est ça qui cause, c'est ça qui provoque déjà la création d'un ordre. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter là, on peut en parler un petit peu avant de se lancer dans une autre audio. Le temps que je regarde si je peux arranger ce problème de vidéo. Donc là, c'est ouvert là. À qui veut parler? Est-ce que l'ordre est censé réguler le travail à l'intérieur du pays uniquement, dans les limites du territoire du pays, ou alors ça va concerner également, je veux dire, dans le cas des avocats par exemple, est-ce qu'il s'agit de réguler ce qu'un avocat du Québec fait par exemple, je veux dire des consultations, je dis n'importe quoi, avec des entreprises étrangères par exemple. Est-ce que c'est censé réguler ce qui se fait en dehors de son territoire, des limites de son territoire, ou alors c'est juste à l'intérieur? Ben, comme vous l'avez si bien dit, ou pas se tutoyer là, comme tu l'as si bien dit, oui, l'ordre, tant que un membre est, quand quelqu'un est membre d'un ordre, il est régulé sur toutes les facettes, que ce soit à l'interne comme soit à l'extérieur du pays. Pourquoi? Parce que c'est important pour l'ordre de s'assurer que le client est respecté et a été bien servi. Donc, que le client soit à l'extérieur du pays, oui, l'ordre va vraiment regarder cela parce que ces entreprises ou cette personne qui est à l'extérieur du pays a le droit de porter plainte à l'ordre. Donc, toutes les informations sont disponibles sur les sites et ils peuvent écrire à l'ordre qu'ils n'ont pas eu un bon service avec telle personne et ils aimeraient qu'il y ait une enquête qui s'ouvre et ils vont ouvrir l'enquête. Donc, c'est ouvert. Donc, un ordre n'est pas seulement limité sur son territoire, elle va au-delà de son territoire tant que ses membres agissent à l'extérieur du pays. D'accord, merci, c'est bon. Bon, ok, on va lancer la deuxième vidéo. Ici, on va regarder les caractéristiques d'un ordre à travers cette vidéo. Je pense que le volume n'est pas assez élevé, mais on va voir ce que ça donne. Il y a deux caractéristiques dans un ordre professionnel. La principale et la première de toutes, c'est que l'ordre professionnel agit par délégation de l'État. Il exerce ce qu'en droit administratif on appelle des prérogatives de puissance publique. Un ordre professionnel, lui, c'est l'État. Alors, c'est un État qui est décliné de deux façons, et ce sont le deuxième critère avec ces deux variantes qui déterminent ce qu'est un ordre professionnel. C'est d'abord un bout d'État qui émane certes d'une volonté de l'État de lui confier cette responsabilité, mais aussi de la profession, puisque qui dit ordre professionnel dit élection, et dit gestion ordinale par
des membres de la profession. Pour cette deuxième partie, je pense que c'est clair. S'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, vous êtes libre avant que je passe à une autre partie. Donc, vous pouvez lever la main ou juste indiquer que vous voulez parler. Oui, Léa, tu peux parler. Oui, Eric, bonsoir à tous. Bon, je ne sais pas si j'ai bien écouté la vidéo. Tu vas me corriger. Est-ce que un ordre est différent d'un syndicat? Oui, un ordre est différent d'un syndicat. Un ordre peut avoir un syndicat au sein d'elle-même, mais un ordre est vraiment différent d'un syndicat. Un syndicat, c'est les membres sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'agir pour défendre déjà leur intérêt en tant qu'employé ou en tant que personne d'un corps. Donc c'est totalement différent. Mais l'ordre peut avoir un syndicat qui essaye de militer pour ses membres. Ok? Parce que l'objectif premier d'un ordre, c'est d'abord de protéger le public, tandis qu'une association, son objectif principal, c'est de protéger ses membres. Donc il y a cette nuance-là entre les deux. Néanmoins, un ordre aussi a l'intérêt de ses membres, en agissant de telle façon de peut-être pouvoir changer la loi pour pouvoir favoriser ses membres. Mais l'objectif premier d'un ordre, c'est d'abord de protéger le public. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça reprend la question? Peut-être quand on va aller plus loin, on va un peu plus regarder ce sujet-là. C'est assez clair pour moi, merci. De rien. Bon, on passe alors à la prochaine. La prochaine va être la différence, présenter la différence entre un ordre et une association. Peut-être ça va un peu répondre aussi à ta question, Léa. Ici, je vais jouer cette vidéo-là maintenant pour qu'on puisse avoir une idée. Les ordres professionnels, c'est une gang de chums qui se regroupent entre eux. Faux! Un ordre professionnel est créé lorsqu'une profession, si elle est mal exercée, représente un risque potentiel pour la population. On a toujours l'impression qu'un ordre va être créé parce qu'il y a un groupe qui souhaite que ce soit ainsi. Si l'État estime que ce groupe de personnes-là présente un risque pour le public s'il n'est pas encadré par le Code des professions, l'État va aller de l'avant, même si l'opinion du groupe concerné est contraire. Quand on a fait la demande, on avait quand même 2 associations professionnelles de sexologues. Chaque année, on recevait 1, 2 demandes du public qui se questionnaient sur la pratique des sexologues. L'association n'a pas un mandat légal d'agir s'il y a eu une faute professionnelle. Donc, on n'avait pas de syndic, on n'avait pas de pouvoir d'enquête. Donc, on recevait les plaintes, mais on ne pouvait pas agir et le sexologue pouvait continuer à s'appeler sexologue et à pratiquer la sexologie, même si on doutait que sa pratique n'était pas tout à fait conforme. La création d'un ordre professionnel, ça ne veut pas dire que l'association à côté ne continue pas ses activités, mais ce n'est plus la même chose. Eux, ils continuent de défendre les intérêts des membres en question. Comme un syndicat. Voilà. Exactement. Un truc facile pour savoir si un professionnel est membre de l'ordre ou pas, la plupart des ordres ont un répertoire sur leur site Internet. Et à la limite, si l'ordre n'a pas de répertoire électronique, ils peuvent appeler à l'ordre et immédiatement, l'ordre a l'obligation de dire oui, monsieur ou madame Intel sont membres de l'ordre ou pas. Et si jamais quelqu'un nous dit oui, mais un tel se présente comme étant un professionnel membre de votre ordre et qui ne l'est pas, nous, on envoie automatiquement cette situation-là à notre syndic qui, elle, va faire enquête éventuellement pour déposer une plainte si la preuve était concluante. Au fond, faire partie d'un ordre, c'est faire partie d'un groupe qui est assujetti à une loi qui est le Code des professions, avant d'être membre d'un groupe qui est là pour nous représenter. C'est ça. 45 ordres professionnels, une seule mission, vous protéger. Donc, comme vous l'avez vu, il y a une grosse différence ici qu'ils ont présentée avec un ordre et une association. Est-ce que ça se comprend maintenant? Ça veut dire que un ordre peut exister avec la présence des associations, ça pose pas problème. Ça pose pas problème parce que les objectifs d'un ordre sont un peu différents des objectifs d'une association. Et on sait que les associations, on peut créer plusieurs associations. N'importe qui peut créer une association. Et le problème avec les associations, c'est que, vu qu'ils sont focalisés sur leurs membres, l'idée de regarder si le client est bien traité pose problème.
Et puis le fait qu'il y a plusieurs ordres qui peuvent être créés par n'importe qui font qu'il y a de la zizanie dans ce secteur en fait. Donc l'ordre, s'il y a un ordre dans ce secteur, dans ce cadre d'activité, elle vient là pour régulariser déjà son intérêt c'est le public et puis aussi essayer de s'assurer que les associations répondent à certains critères et pour qu'ils puissent peut-être aller dans la même direction. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est ouvert. Donc s'il n'y a pas... Oui, Paul, tu peux parler. Oui, j'imagine que quand on va arriver sur la deuxième partie, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que je vais dire, mais je voulais au moins poser les bases pour que au moins tout le monde ait au moins l'idée en tête. Et quand viendra le moment d'en parler plus en profondeur, on pourra le faire. Déjà, la première partie de cette vidéo montre que il s'agit ici de prévenir un potentiel préjudice causé à la société ou bien à l'État ou aux consommateurs de certains professionnels ou de certains métiers. Donc, quand je pense par exemple aux avocats, s'il y a un ordre, je prends juste un exemple, s'il y a un ordre des avocats, on protège la population des personnes qui se feraient appeler avocats, mais qui en fait n'ont pas été véritablement formés pour être des avocats. Donc, peut-être ma question va sembler bizarre, mais on y reviendra peut-être plus tard. De quoi est-ce qu'on protège le consommateur quand, si jamais, par exemple, je suis une entreprise camerounaise et puis je recrute un traducteur et je lui dis de me faire des traductions, même si ce n'est pas un bon traducteur, de quoi est-ce qu'on protège la population? Bon, peut-être que c'est mal formulé comme ça, mais je le dis au pif et peut-être que quand on en reparlera plus en profondeur plus tard, on verra peut-être le lien que je veux faire. Donc, on veut protéger qui exactement? Aussi, dans la vidéo, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai l'impression qu'on parle là, je veux dire quoi? Par exemple, on parle des syndicats, en même temps on parle des associations, et ensuite on parle de l'ordre. Donc, si on veut établir une sorte de hiérarchie, on dira l'ordre, l'association et le syndicat en bas. Donc, à quoi serviraient les trois entités si jamais les trois existent dans un pays, par exemple? Je parle dans le cadre de la traduction. À quoi servirait un syndicat de traducteurs, une association de traducteurs et un ordre de traducteurs, les trois coexistants, en fait? À quoi est-ce que ça servirait? Donc, je dis ça comme ça, je ne dis rien, on pourra en parler plus en profondeur quand on parlera du cas pratique du Cameroun ou de l'Afrique en général. Ok, ben merci Paul. Je vais aussi essayer de reprendre très rapidement aussi. Peut-être comme tu l'as si bien dit, on va en discuter en profondeur après. Protéger qui? Protéger le client. Le client, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi. Je peux demander, disons, des services de traduction. Moi, en tant que traducteur, je peux demander à Paul de me traduire un document. Et je m'attends à ce qu'il traduise ce que je veux véhiculer comme message. Donc, le problème se pose ici si la traduction n'a pas été faite de manière fidèle. Ok, on sait des conséquences qu'une traduction, une mauvaise traduction peut entraîner. Je peux vous dire que moi, en tant que membre de l'ordre des traducteurs du Québec, terminologue et interprète du Québec, je suis assuré à 2 millions de dollars pour des fautes de traduction. Ça veut dire quoi? Je peux être en train de traduire un document, mais je sais pas, pour une raison X, je fais une erreur. On sait qu'un mot peut gâter toute la chose. Donc, je me retrouve à dire quelque chose qu'il fallait pas dire, qui peut coûter cher au client. Ça peut être une entreprise, ça peut être un individu. Et cette personne va devoir me porter plainte. La bonne chose, le bon côté de ça, c'est que le client sait où me trouver. Le client sait comment me rejoindre en passant par l'ordre. Parce que si je fais quelque chose de mal, j'ai sur ma conscience que il va contacter l'ordre et il va poser son problème. Et l'ordre va mener des investigations pour s'assurer que j'ai bien traduit ou pas. Ou est-ce que moi, dans ma logique de traduction, je voulais peut-être passer un message qui n'était pas clair ou c'était peut-être parce que j'avais une lacune de formation. Ça, ils vont voir et puis ils vont me soumettre à une punition. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des fautes qui sont causées à l'individu, au client et aussi à l'État. Ça peut être une faute qui va non seulement toucher le client, mais va aussi toucher des personnes qui sont liées à ce projet de traduction. Et ces personnes, on appelle la partie civile. Cette partie civile a le droit de porter plainte.
Et quand on parle de partie civile dans certains pays, c'est la première des choses qu'il faut régler d'abord. Donc, comme je parle de public, il faut d'abord déjà essayer de résoudre le problème pour que ça n'affecte pas d'autres personnes au-delà du client qui a été affecté. Donc, il y a des amendes salées qui viennent après. Donc, au fil de notre parcours ici, on va découvrir ça, on va aussi comprendre mieux. Maintenant, pour la question par rapport à l'ordre, au syndicat et à l'association, je veux dire simplement ici que un syndicat peut exister. Un syndicat normalement est là pour protéger un groupe de personnes. Généralement, généralement on le voit plus structuré dans des personnes qui travaillent pour l'État et pour certaines professions aussi. Vraiment, on peut dire ici que le syndicat est là pour, n'est-ce pas, le bien-être des employés ou des personnes qui travaillent dans un certain secteur, essayer de lutter pour le bien-être, leur salaire et tout. Donc, généralement, c'est plus fixe. Mais quand on parle de l'ordre elle-même, pour certaines professions qui n'ont pas la possibilité d'avoir un syndicat, l'ordre peut avoir un syndicat au sein d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que l'ordre crée un syndicat. Donc, l'ordre ayant l'objectif de protéger le public, peut créer un syndicat pour pouvoir aussi protéger ses membres. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, les deux vont ensemble. Dans ce cas-là, les deux vont ensemble. Mais il y a certaines professions comme des professions comme les infirmiers où un infirmier qui travaille à l'hôpital est contrôlé par un ordre et a un syndicat aussi au sein d'un employeur. Donc, un employeur, généralement, ce sont les employeurs qui créent des syndicats aussi. Donc, un employeur peut décider de créer un syndicat et protéger les membres des employés de ce secteur-là. Donc, les associations peuvent exister. Les associations, comme on le sait, sont différentes parce que ça sont des associations qui sont créées pour un groupe de personnes et c'est ces groupes de personnes qui gèrent. Donc, ça va pas affecter tout le monde, ça va affecter juste l'objectif de cette association. Tandis qu'un syndicat va toucher un petit peu toute la profession et pareil pour l'ordre. Maintenant, la seule nuance, c'est que un syndicat peut être contrôlé par un ordre, donc l'ordre peut avoir son syndicat, ou dans certains cas, l'ordre ne va pas avoir son syndicat, mais un groupe d'employés peuvent créer un syndicat pour protéger pour essayer de gérer certains aspects avec le gouvernement, en fait. J'espère que ça répond un peu à la question, mais on va en discuter, comme on a dit, en profondeur après. Donc, on va passer à l'étape prochaine, qui est... Est-il obligatoire de faire partie d'un ordre pour pratiquer la profession? La deuxième, à quoi s'expose le professionnel qui n'en est pas membre? Ok, comme on va le voir dans la présentation qui va suivre, il y a certaines professions qui, si on n'est pas membre, on peut pas pratiquer. Et il y a certaines professions où on peut avoir le titre de membre, donc un titre agréé ou certifié, et n'est pas être obligé. Bon, n'est pas être d'autres personnes dans cette profession peuvent ne pas adhérer à devenir membre d'un ordre. Ça, ils vont travailler, mais sans avoir le titre qui est réservé à cette profession. Par exemple, on va parler de l'ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec. C'est un ordre qui est ouvert, qui est un ordre réservé, mais les personnes qui adhèrent à cet ordre ont le droit d'utiliser certains titres après leur nom. Un traducteur qui fait pas partie de cet ordre, il n'est pas obligé de faire partie là de cet ordre pour pouvoir traduire. Il peut traduire pour une entreprise sans être membre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est pas obligatoire, les employeurs essayent de toute façon de les encourager à aller vers là, parce que généralement quand il y a les offres d'emploi, ils disent toujours être membre d'un ordre est je crois c'est comment ils appellent le terme, c'est quoi là encore, c'est un avantage. Donc en général, on va dire qu'il y a un genre de ségrégation qui se fait. Ok, il y a certaines entreprises qui vont pas vous recruter. Je vais dire clairement, pour quelqu'un qui vient au Québec qui veut devenir traducteur pour travailler pour les grandes boîtes, c'est sûr que si tu n'es pas membre d'un ordre, ça va être un peu compliqué d'être recruté. C'est pas impossible. Tu peux être recruté vraiment dépendamment des talents, des compétences. Tu peux être bien recruté si l'employeur le voit, l'employeur découvre que bon, tu as tes compétences, il peut te recruter. Mais en général, quand tu n'es pas membre de l'ordre, il a un peu peur. Il se dit, si je recrute cette personne, est-ce qu'il a le potentiel de me montrer qu'il va continuer à s'améliorer dans le perfectionnement de la profession? Parce que quand on est traducteur ou
on va parler de n'importe quelle profession, il y a toujours une mise à jour qu'il faut être faite en tout moment. Donc, il va se regarder, il va se poser ces questions, et puis il va se dire, ben, si quelque chose se passe, par exemple, on commet une faute, ben, la responsabilité lui revient. Pourtant, il peut s'appuyer au fait que vous avez une assurance qui peut, n'est-ce pas, le protéger aussi, l'aider aussi à pouvoir ne pas encaisser, disons, à rembourser assez d'argent pour une erreur qui a été commise. Donc, il y a ça. Et la deuxième question, c'était par rapport à... est-ce que j'ai répondu à toutes les questions, je pense? J'ai touché les deux. Oh oui, oui, je pense bien. La deuxième question était à quoi s'expose le professionnel qui n'en est pas membre? Je crois que tu as répondu à cette question-là. Ok, c'est bon. Donc, ça dépend vraiment des professions. Dans la présentation que je vais jouer là tantôt, vous allez peut-être mieux comprendre parce que je pense que j'en ai parlé par rapport à ça. Donc, on se prépare à ça. Juste une minute. S'il y a des questions dans le chat, s'il te plaît, tu peux toujours me signaler. Nous allons donc aborder cette partie. Si on veut parler des ordres, il serait vraiment nécessaire de regarder un cas concret. Donc, on va prendre ici l'exemple du Québec pour regarder comment la structure de cette grande famille ou des professions est organisée. Dans la structure des ordres au Québec, comment elle se présente. Déjà, il y a un organisme qui contrôle tous les ordres qui sont au Québec. Déjà, à titre informatif, il y a 45 ordres qui existent au Québec. Et ces 45 ordres sont régis par un organisme appelé l'Office des professions du Québec. Donc, cet office a été créé en 1973 et a un mandat particulier, celle de contrôler et de s'assurer que les ordres respectent leur mandat qui est de contrôler ou de protéger le public. Donc, regardons un peu l'exemple ici pour comprendre à quoi sert l'office et quelle est-elle. L'office est un organisme gouvernemental autre que budgétaire. L'Office des professions du Québec relève du ministère responsable de l'application des lois professionnelles, à savoir le ministère ou le ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor. Donc, l'Office est composé de 7 membres, comme on le voit ici, et sont domiciliés tous au Québec. Et le président et le vice-président sont nommés par le gouvernement, et en tenant compte des profils de compétences et d'expérience établis par l'Office. Donc, le gouvernement fixe leur mandat, et c'est comme ça que ses membres travaillent pour que tous les ordres respectent certains barèmes et puis certaines déontologies et certains savoir-faire pour pouvoir mener à bien les pratiques de ces professions. Maintenant, on va regarder les ordres en question. Il y en a, comme je vous ai dit, c'est 46 et non 45 ordres au Québec, et ces ordres ont une mission. Et généralement, la mission première, c'est de protéger le public, et nous allons essayer aussi de regarder les responsabilités de ces ordres professionnels, et aussi, pourquoi pas, regarder certains exemples des ordres qu'on a, parce que certaines personnes ne maîtrisent pas toutes les professions qui sont régies par des ordres, donc c'est ici l'opportunité d'en parler. Donc, la mission principale d'un ordre, c'est déjà de protéger le public, comme je l'ai dit, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels dans les différentes sphères d'activité réglementées. Oui, c'est sûr que les associations ont pour premier but de protéger les membres et l'ordre, le public, mais néanmoins, l'ordre peut aussi agir pour essayer de protéger les membres en essayant de changer certaines lois pour favoriser ses membres. Donc ici, on va regarder très rapidement les différents rôles qu'un ordre joue et qui sont en général pour tout ordre qui existe ou qui veut exister. Particulièrement ici, on entend parler de cas où on devrait déjà penser à cela au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Donc, le premier rôle qu'on constate ici, c'est contrôler la compétence et l'intégrité de ses membres. Ça, je n'ai pas besoin de beaucoup parler.
Si vous voulez en lire plus, allez simplement dans le site et vous allez avoir tous les détails. Mon rôle ici, c'est de juste préciser les rôles et responsabilités. La deuxième responsabilité, c'est de surveiller l'exercice de la profession, de s'assurer que les membres sont bien formés, ils ont un parcours des cours de perfectionnement, et puis aussi de limiter ou de suspendre certains s'ils vont à l'encontre des règles. Troisième, c'est régler l'exercice, c'est-à-dire de s'assurer que tout fonctionne dans les règles de l'art et en respectant la loi aussi. Le quatrième point, c'est gérer le processus disciplinaire. Les ordres sont là aussi pour discipliner afin de dissuader les membres qui ont l'intention de mal agir à l'encontre du public. Le cinquième rôle, c'est de favoriser le développement de la profession. Oui, en faisant des formations, en allant plus loin, en cherchant des ressources, en travaillant avec des universités, en travaillant avec des personnes qui sont dans d'autres sphères de la vie, dans le but d'améliorer le cadre professionnel. Le sixième point, c'est contrôler l'exercice illégal de la profession et l'usurpation du titre. Oui, si dans certains métiers, on sait qu'il y a des personnes qui veulent s'approprier des titres qu'ils n'ont pas droit, donc et pour avoir certains titres, il faut que ça rime avec, n'est-ce pas, l'expérience et la compétence acquise sur le terrain. Donc l'ordre est là pour s'assurer que ces personnes malveillantes ne puissent pas utiliser, n'est-ce pas, le titre des personnes qui ont le droit de l'utiliser. Le septième et dernier point, c'est produire un rapport annuel en détaillant tout, en exposant tous les faits, en étant transparent, et pour que les membres ou le public puissent avoir accès à ces informations afin de pouvoir être certains qu'ils sont bien guidés ou accompagnés dans leurs différentes tâches ou dans ce qu'ils veulent faire. Maintenant, on va passer en détail pour voir les différents types d'ordres qui existent. Il y a deux types d'ordres professionnels qui existent au Québec. Parmi les 46 ordres, ils sont divisés en deux parties. Donc, on parle ici des ordres de profession à titre exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que le professionnel ou par la profession est exclusif. C'est-à-dire que le titre exclusif, on parle d'un métier qui ne peut légalement être exercé que par des membres de l'ordre qui le régit. Seule l'adhésion à cet ordre vous donne le droit d'exercer la profession et vous pouvez prévaloir du titre associé. Les plus connus sont, il y en a un certain nombre ici, je vais peut-être bien lire très rapidement. L'ordre des appointeurs du Québec, l'ordre agronome, l'ordre des architectes du Québec, le barreau du Québec, l'ordre des chiropraticiens, l'ordre des comptables professionnels agréés, l'ordre des dentistes, géologues, huissiers de justice, infirmiers, infirmières, ingénieurs, collège des médecins, chambre des notaires, ordre des optométristes du Québec et ordre des podiatres du Québec. Ces ordres, tant qu'on n'est pas membre agréé, tant qu'on n'est pas membre certifié, on ne peut pas exercer cet ordre. Même si on a fait ses études dans cette profession-là, on ne peut pas exercer tant qu'on n'a pas passé un examen ou on n'est pas passé par un cheminement qui nous amène à acquérir ce titre. Par cela, il y a aussi une deuxième catégorie qui est les ordres de profession à titre réservé. Donc ici, on parle en définition, ce sont les professions à titre réservé, sont celles dont la pratique est ouverte aux personnes autres que les membres de l'ordre. L'adhésion vous permet alors d'aborder légalement le titre, mais vous pourriez toujours exercer le métier même si vous n'étiez pas membre. Dans ce registre, nous pouvons citer des ordres tels que l'ordre des administrateurs du Québec agréés, l'ordre des audiologistes et orthophonistes, l'ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines, professionnels criminologues, hygiénistes dentaires, diététistes nutritionnistes, ergothérapeutes, infirmières auxiliaires, professionnels de la physiothérapie,
les psychologues du Québec, profession des sexologues du Québec, technologues professionnels du Québec et l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, ça nous concerne, l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux familiaux du Québec et l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc ici, vous pouvez être membre d'un ordre et exercer leur profession, ça en ayant le titre de traducteur agréé et ou terminologue ou interprète agréé. Mais aussi, vous n'êtes pas obligé de faire partie de membre de l'ordre, mais vous ne pouvez pas utiliser ce titre. Mais par exemple, vous pouvez toujours exercer, c'est-à-dire dans un cadre privé sans utiliser le titre. Vous pouvez toujours exercer en tant que traducteur, travaillant pour un client ou en travaillant pour un employeur. Donc, le rôle des professions, je les ai déjà énumérés. Donc, on n'a pas besoin de repasser ici. Donc, on avait parlé de ça dans la première partie. Donc, je passe ici. Et puis, on regarde juste les avantages. Quels sont les avantages à intégrer un ordre professionnel? La possibilité d'échanger avec vos collègues. L'accès facile aux formations continues, qui est vraiment un aspect obligatoire pour toutes les personnes qui font partie d'un ordre, les membres d'un ordre, parce que sans cette formation, on ne peut pas se dire professionnel, parce que tout change. L'actualité et la formation apportent de nouvelles prises sur les aspects techniques et compétences. Défense de vos intérêts, donc reconnaissance professionnelle également. Donc, voilà un peu un résumé de comment est-ce que l'ordre au Québec se présente. En finissant ici, on va regarder comment adhérer à un ordre professionnel. Ça se passe par cursus académique dans certains cas, la formation continue, un examen d'entrée, épreuve d'honorabilité. Et là, ça met fin à cette partie qui était un exemple pour nous illustrer comment on peut devenir membre d'un ordre ou comment la structure de l'ordre se présente au Québec qui peut inspirer d'autres pays ou d'autres professions à pouvoir entreprendre cette démarche. Donc, merci. Tout compris, je pense que ça répondait à la question de Paul. Quand on parlait tantôt, oui, Abel a une question. Tu peux nous laisser une question dans le chat, on va lire si ça pose problème avec Roméo. Paul d'abord, Paul et puis après Roméo. Oui, merci de me donner la parole. Par rapport à ce que tu dis, tu disais que ça a peut-être répondu à ma question, je ne sais pas à laquelle tu pensais, à quelle question est-ce que tu pensais, mais j'étais assez content de lire sur le site du Québec, justement, que l'ordre professionnel n'est pas censé, normalement, enfin, l'objectif premier n'est pas de protéger ses membres, mais de protéger le public. Donc, ma question fait sens maintenant. Donc, l'idée, c'est de protéger le public. De là me vient une question. Est-ce que c'est à nous d'initier le processus de création d'un ordre, ou est-ce que c'est à l'État ou alors à la société civile, entre guillemets, d'initier la création d'un ordre pour se protéger, elle, du travail que nous faisons en tant que traducteurs. Donc, à qui revient ce rôle-là d'initier le processus de création d'un ordre? Parce que l'objectif, si c'est totalement vrai dans tous les cas, hein, si l'objectif c'est de protéger uniquement le public des activités des membres ou des professionnels de ce domaine-là, alors qui doit se charger de créer ça? Voilà, je voulais juste ajouter ça avant qu'on entre dans la discussion concernant l'Afrique et le Cameroun en particulier. Bon, merci, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre à la question avant. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, Roméo. Juste une minute, s'il te plaît, je réponds un peu à la question et puis tu vas parler. Effectivement, c'est l'une des raisons. C'est à nous de pouvoir se lever et de pouvoir, n'est-ce pas, montrer au gouvernement que il y a de l'intérêt qui est suscité par rapport à notre profession, qui a, comme je l'ai dit, la raison pour laquelle les ordres se forment généralement, c'est parce que quand il y a beaucoup de cacophonie, entre guillemets, ça demande déjà une protection. Dans le fait que dans notre profession, on ne puisse pas jouir de nos prérogatives ou nos avantages en tant que traducteur, pose déjà un problème. Il faut une base pour pouvoir, n'est-ce pas, réglementer. C'est pour cela que le gouvernement entre en jeu. Maintenant,
qui doit initier cette démarche? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons initier cette démarche. La présentation que je fais aujourd'hui a suscité beaucoup de... On a beaucoup parlé dans le groupe l'univers des Canadiens par rapport à cette démarche. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de créer cette formation, parce que on peut le faire si on a la volonté de le faire. En général, plusieurs personnes ne sont pas prêtes à se lancer à ce jeu. Il faut la sensibilisation, il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent déjà, et il faut, en faisant tout ce bruit, le gouvernement, à un moment donné, comprend que on a vraiment besoin de l'aide, parce que même pour le gouvernement, c'est aidant. C'est aidant pourquoi? Parce que ça les aide à un peu réglementer la situation, non pas seulement pour les impôts, mais pour aussi s'assurer que tout va bien dans ce secteur, parce que, comme je dis encore, l'ordre est comme un conseiller du gouvernement. Ça veut dire quoi? Dans sa politique, de mettre en place une stratégie de pouvoir bien traduire, elle a besoin d'un conseiller pour guider cette notion, mettre en place des propositions qui vont pouvoir aider le gouvernement à créer des lois qui vont encadrer. Et ça passe par un ordre. L'ordre écoute le gouvernement. Le gouvernement écoute un ordre, mais en réalité, le gouvernement ne va pas écouter une association. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai initié cette idée ici. C'est parce que en 2023, je suis allé au Cameroun. Je suis ambassadeur de l'OTIAC et j'ai été approché par je pense à la secrétaire générale de l'OTIAC qui m'avait posé des questions par rapport au Cameroun, parce que en réalité, il y a beaucoup de dossiers sur la table des personnes qui dirigent l'OTIAC. Et ils sont assez curieux de comprendre, de savoir que on est assez bien informé au Cameroun comme traducteur. Et considérant cela, est-ce que ce n'est pas intéressant de pouvoir avoir, de bien s'organiser en fait? Donc l'ordre était là, selon ce que j'ai compris, c'est que l'ordre, si on avait l'ambition d'avoir de l'aide, ils seront disponibles à nous aider. Ils seront disponibles à nous aider à acquérir cet objectif-là, cet objectif de devenir membre, d'avoir un ordre, parce que avec la puissance de cet ordre qui est l'OTIAC, ben, c'est facile d'approcher le gouvernement et lui dire, bon, nous sommes assez expérimentés dans ce domaine et nous pouvons vous guider à créer un ordre qui est digne de son nom, qui va peut-être représenter le Cameroun et pourquoi pas le marché international. Donc c'est à l'intérêt du gouvernement de l'accepter, de pouvoir travailler avec cet ordre-là pour pouvoir, n'est-ce pas, créer un ordre assez respecté, assez puissant. Comme je dis, nous travaillons beaucoup. La plupart de nos clients ne sont même pas au Cameroun. La majorité sont des clients à l'extérieur. Mais quand une profession s'organise très bien, la plupart des entreprises s'alignent parce qu'il y a une politique qui se met en place et ils s'alignent. Par exemple, au Québec, quand je venais d'arriver, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient créé des entreprises anglophones qui avaient créé des sociétés dans leur province déjà et qui sont venues s'établir au Québec et utilisaient leur nom, donc le nom anglophone. Mais à un moment donné, avec l'appui de l'ordre, avec tous les instances, il y a une loi qui est sortie et qui a dit, si vous avez un nom anglophone et que vous êtes sur le territoire québécois, vous devez changer ce nom. Vous devez changer ce nom pour que ça reflète la culture québécoise et le français. Donc il y a plusieurs entreprises qui étaient obligées de changer, de traduire leur nom. Ils étaient obligés de traduire leur nom. Par exemple, Staples. Staples, c'est une entreprise qui fait dans la documentation au Canada, mais Staples a changé pour Bureau en gros. Donc quand tu es au Québec, tu lis l'entreprise, le nom de l'entreprise s'appelle Bureau en gros, mais quand tu vas dans une province anglophone, c'est Staples. Si on te le dit pas, tu vas pas savoir. Donc beaucoup sont alignés, donc il y a des politiques qui sont venues comme ça et qui le gouvernement a renforcé parce que c'est le gouvernement qui renforce ces politiques et les entreprises n'ont pas le choix que d'agir. Si le gouvernement dit, si avec l'appui de l'ordre, le gouvernement dit, ok, voici comment les choses vont se passer dorénavant, il y a une loi qui va être mise en place et puis les entreprises vont simplement respecter. Et ça crée un marché pour nous. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai débordé ou si j'ai un peu répondu. Comme on a dit à la deuxième partie, on va un peu en parler. Donc Roméo, tu peux poser ta question. D'accord. Bonsoir à tous. Merci Eric de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'abord dire que la vidéo a été très bien illustrée. Donc j'ai deux questions. La première est,
Qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer ce processus de création d'un ordre de traducteur et interprète au Cameroun? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez quand même pu échanger avec l'APTIC et que dit l'APTIC par rapport à la création d'un ordre au Cameroun? Merci. Oui, merci Roméo. Oui, effectivement, quand je suis arrivé en 2023, je pense que j'ai parlé avec la présidente de l'Optique en ce moment, j'étais à la CRTV, et on en avait parlé longuement. À la sortie de cette rencontre, cette petite rencontre qu'on a eue, j'ai compris que la plupart des personnes qui travaillent pour le gouvernement ont peur, en fait. Ont peur on dit, on peut pas mordre la main qui nourrit la bouche, quelque chose comme ça. Donc, j'ai compris ça, et puis, bon, c'est pas un problème parce que j'ai essayé aussi de rejoindre les autres membres. C'était ouvert quand même, elle était très ouverte à cette idée. Mais il fallait vraiment une coalition de plusieurs personnes, en fait, pour que ça puisse aboutir. Donc, je pense que j'avais une réunion qui avait été programmée pour que je rencontre les autres membres de l'APTIC, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que je pense que j'ai soit loupé le lieu du rendez-vous ou c'est qu'il n'y avait pas des gens qui, peut-être qu'il n'y avait pas eu finalement de réunion parce que j'étais allé à cette réunion, mais il n'y avait personne. J'ai aussi contacté une autre association, mais ce que j'ai compris avec cette association, c'est que l'idée était plus de pouvoir faire sa visibilité. Donc, je n'ai pas compte, j'ai laissé cette partie-là. Et j'ai aussi contacté certains dirigeants de l'ASTI. Et j'ai contacté aussi, je pense, le directeur de l'ISTI. Et j'avais un rendez-vous avec lui, mais qui n'a pas abouti parce qu'il était parti à Montréal. Et moi, j'étais au Cameroun. 2 semaines après, on s'est plus rencontrés. Et puis moi, j'ai voyagé. Donc, l'idée pour moi, c'est pour que ce soit faisable, il faut vraiment qu'on touche toutes les têtes importantes de ce réseau. C'est-à-dire que ce soit les professionnels à l'université, que ce soit les entrepreneurs dans notre domaine, la traduction, l'interprétation et tout. Donc, toutes les parties prenantes et chacun d'entre nous, on doit s'aligner vers là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute petite contribution qu'on fait, par exemple, comme on entend parler ici, j'ai eu une discussion avec Xavier de Speed Expertise, qui a aussi donné une idée de pouvoir, n'est-ce pas, écrire. Parce que nous, les traducteurs, on n'écrit pas, on traduit, mais on n'écrit pas. J'ai vu son magazine, c'est vraiment un bon magazine. C'est un magazine qui nous donne la porte de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. C'est de commencer avec des articles pour que les gens puissent savoir qu'il y a une démarche qui va dans ce sens. Parce que tant qu'on ne parle pas, il n'y a personne qui va nous écouter. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je vais le publier. Il y a des gens qui vont lire. Si une personne là-bas écrit un article par rapport à ça dans un journal ou n'importe où, avec le temps, ça s'aligne vers ça et puis le gouvernement commence à comprendre. Il faut qu'on apporte des preuves que vraiment on veut changer la chose, on veut avoir un ordre et est-ce que c'est faisable? Déjà, il faut qu'on accepte déjà si c'est bon, si c'est une bonne idée. Si c'est pas une bonne idée, on s'arrête là. Si c'est une bonne idée, on va dans cette démarche de rechercher comment créer cela. Et c'est pas en touchant tout le monde. C'est en touchant tout le monde et en disant, OK, voici comment ça se passe. Il y a déjà quelque chose qu'il faut se faire, qu'on est en train de faire là, c'est l'éducation. Parce qu'il y a plusieurs qui ne comprennent pas ce qu'un ordre est. Il y a plusieurs qui sont nos membres ou qui sont nos collègues qui ne comprennent pas. Et il faut déjà cette éducation, il faut déjà faire comprendre aux gens que voici comment l'ordre se présente, voici comment une association se présente. Parfois, il n'y a même pas de problème entre les deux. Parce que ce que je comprends au Cameroun, c'est qu'il y a une lutte. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, qui veulent s'asseoir juste avec une association, mais ne veulent pas entendre parler de l'ordre parce qu'ils se disent que ça va venir peut-être déranger. Non. Toutes ces associations et un ordre peuvent exister. Parce que l'ordre reste, on peut pas avoir 2 ordres. L'ordre, c'est l'appui du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement nous a donné un appui et nous donne la possibilité d'aller plus loin parce que avec le temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça va valoriser notre métier. On va pas être comme toujours suspendu en l'air. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est à nous de lutter, c'est à nous de trouver les solutions. Et à la suite de ces réunions, pourquoi pas créer un comité qui pourrait travailler sur ça, à regarder les horizons où on peut ajouter quelque chose ou là pour que les gens puissent savoir qu'on est dans cette lancée. Toucher, pourquoi pas. Écrire au ministre avec le temps, avec des preuves. Parce qu'il faut pas le faire simplement, il faut le faire à un moment donné quand on a assez à rassembler des éléments suffisants pour montrer qu'on a besoin d'un ordre, de pouvoir écrire au ministère.
et lui dire, bon, voici ce que nous, on veut faire comme démarche, voilà ce qu'on a déjà fait, voilà l'appui qu'on a peut-être de l'ordre. Si vous me dites aujourd'hui que le Cameroun veut un ordre, moi, c'est sûr que ce que je fais, c'est j'appelle le TIAC, je les présente disons, ce qu'on veut faire. Et je suis sûr qu'il y aura un appui. Il n'y a pas seulement le TIAC, il y a d'autres organisations qu'on peut contacter qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous accompagner, parce que nous aussi, on a besoin de l'appui des personnes expérimentées, des organisations qui ont réussi déjà. Comment ils ont réussi? Comment ils ont créé? Je peux vous dire que la première association, le premier ordre au Québec a été créé en 1973. C'est pas long, mais aujourd'hui, il y a eu un développement assez faramineux et un changement. Donc, dans les années 80, quand des ordres ont commencé au Québec, aujourd'hui, quand on regarde, en anglais, comme on dit, the landscape, tout a changé, tout est devenu vraiment professionnel, vraiment organisé, donc on peut le faire. Il faut juste que, c'est une bataille qui a aussi eu lieu au Canada, ça n'a pas été facile d'avoir des ordres. C'est les personnes de cette profession qui se sont ralliées et qui ont commencé à parler, et le gouvernement n'avait pas le choix que de respecter et de leur donner ce titre. Donc, il faut contacter les autorités, mais en agissant ensemble. C'est un peu ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, Eric, je pense que vous avez suffisamment répondu à ma question. Merci. Bon, on va aller donc à la deuxième partie qui est la faisabilité d'un ordre au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique. Donc, pour cette partie, ça va être ouvert. On va parler. On va juste parler. On va juste essayer de répondre à certaines questions. Je pense qu'on a répondu à certaines, donc il y a des questions qu'on va pas trop s'attarder, mais ça va nous permettre d'ouvrir un peu la porte et de pouvoir comprendre où on est. Donc, la première question, c'est est-ce que les associations existantes constituent un frein à la création d'un ordre au Cameroun comme dans d'autres pays africains? Donc, c'est ouvert. Celui qui veut répondre là, si on a déjà touché le sujet, c'est juste un peu survolé. Oui, Paul. Oui. Bon, là, désolé pour la vidéo, hein, je n'ai pas une bonne lumière chez moi. Alors, la question qui est posée m'inspire déjà une question, hein, a priori, je commence par ça. Est-ce qu'on part du principe que nous sommes d'accord pour la création d'un ordre ou alors cette question-là aussi est encore en suspens? Je veux d'abord savoir avant qu'on avance. Bah, on peut profiter avec cette question déjà, parce que cette question est pertinente. D'accord, ok. Donc, disons que chacun aura son point de vue sur la question de oui ou non, est-ce qu'on est d'accord pour la création d'un ordre. Mais en tout cas, quand on demande est-ce que les associations existantes constituent un frein à la création d'un ordre, je me demande quelles associations en fait. Bon, je parle du Cameroun. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que, bon, comme on dit au Cameroun, je vois mes enfants grandir. Mais dans tous les cas, disons qu'on a l'APTIC, c'est l'association que personnellement je connais au Cameroun qui fait de son mieux dans tous les cas pour promouvoir le métier de traducteur au Cameroun. Maintenant, personnellement, je ne sais pas exactement quelles sont les actions qui sont menées, peut-être parce que je ne m'y intéresse pas particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que quels que soient les cas, si je ne suis pas au courant de ce qui est fait, c'est peut-être aussi parce que ça n'a pas un rayonnement assez grand. Ce n'est pas assez vulgarisé, même seulement dans les sphères de la traduction. Les groupes comme le groupe dans lequel nous sommes ensemble ou d'autres groupes encore où des centaines de traducteurs et interprètes camerounais sont réunis. Donc, si on n'en parle pas dans ces groupes-là, ça veut peut-être dire que la petite a encore du travail et peut-être qu'on devrait d'abord se focaliser sur ça et se demander comment renforcer l'action de l'APTIC ou des autres associations parce qu'on ne parle pas que du Cameroun, donc à travers l'Afrique, comment renforcer l'action de ces associations-là? Déjà, peut-être la première mission serait de les rendre un peu plus visibles, peut-être même seulement à partir de l'école, parce que je ne me rappelle pas combien de fois on m'a parlé de l'APTIC quand j'étais à l'AFTI, à Boya. Vraiment, je ne me rappelle pas. Peut-être dans les causeries, au détour d'un couloir comme ça, oui, mais en classe même, par les professeurs, certains qui sont membres de l'APTIC, mais qui n'en ont presque jamais parlé. Donc, je me demande si la question ne devrait plutôt pas être comment renforcer l'action des associations avant de penser à la création d'un ordre. Donc, je m'arrête là pour l'instant.
Oui, c'est pertinent ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, non, je n'ai rien à ajouter. Je voudrais juste te dire qu'il y a une autre question, deux questions dans le chat. La Oui. question d'Abel est finalement arrivée. Ok. Et l'autre question? Tu disais qu'il y avait deux questions. Est-ce qu'il y a une autre? Et la première question, c'est... non, c'est Abel a en fait posé deux questions. Ah, ok, c'est bon. Donc, est-ce que on a quelque chose à dire? Sinon, je conclue cette partie. Oui, je pense que il y en a, je pense qu'au Cameroun, je ne sais pas si c'est 3 associations qu'il y a ou 4. Je pense qu'en 2000, je crois en 2021, 2000, non, 2011, 2012, quand j'étais encore au Cameroun, il y en avait, je pense, on parlait simplement de l'APTIC. Mais après, j'ai eu à entendre qu'il y a eu plusieurs autres associations qui sont nées. Je sais pas. Ça, c'est, je pense que ça disperse un peu le débat. Donc, mais ici, on est en train de voir, est-ce que les associations sont pour l'ordre? Ok, moi, c'est ce que je vois. Est-ce que les associations sont pour l'ordre? Si c'est le cas, c'est bien. Ça veut dire que on peut faire tout pour pouvoir faire réunir ces associations. Maintenant, si les associations sont contre, là, on est un peu bloqué là, parce que si les associations sont contre cela, ça veut dire qu'on peut pas bouger. Et puis les mêmes associations ne sont pas vulgarisées, donc ça pose problème. Donc, et à un moment donné, il faut qu'on regarde un peu comment essayer de ressortir, de faire parler tout le monde pour qu'on puisse voir vraiment un débat assez profond par rapport à ce sujet. Association ordre, qu'est-ce qu'on veut? Comme j'ai dit, il faut déjà beaucoup d'éducation. Ce que je comprends, c'est la première partie pour moi, c'est déjà ça. C'est éduquer avant tout pour que les gens puissent avoir l'idée claire par rapport à ces deux notions afin de pouvoir dire, OK, bon, je pense qu'on s'aligne à ça, même si on est une association. Si on veut juste s'acheminer aux associations, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, il faut que ces associations soient vulgarisées et puis essaient un peu de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer leur savoir-faire pour que les autres puissent s'intéresser. Est-ce que c'est un problème d'adhésion qui pose problème? Est-ce que c'est la manière dont c'est géré? Tout ça, il faut qu'on se pose des questions. Donc, voilà un peu ce que moi je pourrais dire par rapport à ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller à une autre question. Ça répond donc, cette première question répond à la première question, est-ce qu'on veut vraiment un ordre ou pas? Donc, ça reste toujours en suspens. C'est à nous de voir. OK? Donc, là, on va aller à la prochaine question. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut toujours revenir après. Donc, quelles sont vos attentes envers un ordre si le gouvernement facilite sa création? Maintenant, on a vu comment les associations qu'on a dans certains pays fonctionnent. Est-ce qu'on est satisfait par rapport à ça? C'est la première partie. Maintenant, si on n'est pas satisfait, ou même si on est satisfait, qu'est-ce qu'on aimerait avoir de nouveau dans le cas d'un ordre? À quoi s'attendons-nous? Si le gouvernement dit, OK, allez-y, faut qu'on ressorte ça parce que c'est sûr qu'on a des problèmes qui minent notre façon de faire. Les ordres sont égaux partout, mais le Cameroun a sa particularité, les autres pays africains ont leur particularité. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas révélées dans certains cas, ou peut-être les associations ou les ordres qui sont à l'extérieur du Cameroun. Maintenant, c'est le temps pour nous de voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entend, quand on entend parler d'un ordre, qu'est-ce qu'on s'attend par rapport à cette structure. Oui, Paul. Alors, bon, pour qu'il y ait un peu d'ordre, je vais commencer par répondre à ta question et si tu permets, je vais ajouter une ou deux choses après avoir répondu à ta question. Alors, quelles sont les attentes? Personnellement, je n'ai pas vraiment d'attente. Pourquoi je dis que je n'ai pas d'attente? Parce que mon intérêt à moi, en fait, se trouve dans la protection de mes droits, dans la protection de mon métier, l'encadrement de mon métier. Et de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu par rapport à l'objectif d'un ordre, ce n'est pas ça l'idée. Donc, l'ordre ne se concentre pas sur moi, mais sur celui que je dessert. Donc, je n'attends rien de l'ordre pour l'instant. Je ne dis pas que ce soit inutile, je ne dis pas que c'est inutile, pardon, de créer un ordre. Non, je dis
pour l'instant, je veux je suis un peu égocentrique, permettez-le moi, je veux qu'on me protège d'abord moi. Donc, ça me permet comme je disais, de parler d'autres choses. La vérité, c'est que parler de la création d'un ordre ou d'une association ou d'un syndicat, c'est peut-être un peu demander aux traducteurs de ramer à contre-courant parce que le métier de traduction, là je parle de traducteur parce que je suis d'abord traducteur avant de pouvoir faire autre chose. Peut-être les interprètes c'est différent, mais le métier de traducteur, encore que même les interprètes c'est pareil, c'est d'abord un métier essentiellement de claustration. On est vraiment toujours derrière, jamais mis en avant. Or, les associations et autres, c'est vraiment pour se mettre devant. Donc, ça demande déjà un effort. Voilà l'une des choses. Donc, c'est un effort qu'on n'est pas habitué à faire. Donc, la traduction, en général, ce n'est pas un métier engagé. Parce que demander la création de telle ou de telle institution censée me protéger ou protéger mon client, c'est commencer à faire un peu d'engagement. Et en général, puisqu'on est dans notre coin, ben, il faut un peu d'effort pour en arriver là. Donc, il va falloir être patient, même si on veut un ordre ou une association qui fonctionne très bien, il va falloir être patient par rapport à ça pour être réaliste. Maintenant, quel est l'intérêt du traducteur que je suis, du jeune traducteur que je suis? Parce que moi, même si je me débrouille depuis un peu plus de 3 ans, mais c'est que l'année passée que j'ai eu mon diplôme. Donc, disons qu'officiellement, je n'ai pas encore un an de métier en tant que traducteur. Donc, je gagne quoi à ce qu'il y ait un ordre. En réalité, je me demande si l'ordre ne viendra même pas torpiller mes efforts parce que l'ordre ne reconnaîtra, parce que l'ordre viendra, permettez-moi la tautologie, mettre l'ordre dans le métier. Et peut-être je découvrirai alors que je n'ai pas assez de qualifications pour pouvoir exercer ce métier-là. Et donc, je serai obligé d'aller vers une reconversion professionnelle, peut-être parce que je n'aurais pas été bien formé. Bon, je mets ça entre guillemets. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, je gagne quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je postule devant une entreprise chinoise, je dis je veux traduire et qu'ils me proposent 2 francs par mot. Comme une consoeur disait dans le groupe, dans un des groupes, je ne sais pas si c'était dans notre groupe là, le jeune traducteur camerounais, disons-le entre guillemets, a faim. Donc, qu'est-ce que mes aînés qui prétendent agir par bonté de cœur, parce que je ne crois même pas à cette idée-là, qu'est-ce qu'ils font pour m'aider à gagner des marchés? Quand on a créé, l'un des groupes qu'on a créé, au tout début de la création de ce groupe, je pense que c'était le TILC, il y a un aîné qui a été franc avec nous et il nous a dit clairement, il ne s'agit pas de créer un groupe dans lequel les aînés vont venir vous donner des boulots. Ça n'existe nulle part. Parce qu'il faut travailler individuellement. Donc, maintenant que je vois beaucoup d'agitation autour de la création d'un ordre ou de la revalorisation de notre association et autres, ok, je me dis peut-être que mes aînés se sont dit, oh, ils vont nous aider, ils vont nous faciliter un peu les choses. Ok, mais moi j'attends que ce soit concret. Si demain on me dit pour entrer dans l'ordre, parce que le monde est capitaliste, il faut débourser une certaine somme, peut-être c'est mensuel, peut-être c'est annuel, je trouve cet argent-là où? Mais là, je parle vraiment comme au quartier, je parle vraiment, je vais terre à terre, comme on dit trivialement. Donc, aujourd'hui, je peux encore me cacher et dire que, OK, je vais prétendre que mon métier est libéral, même si ça ne l'est pas. Parce que l'État me demande de payer l'impôt, il appelle ça comment, sur le bénéfice des activités commerciales et industrielles, parce que je vends des services. Mais je peux encore contourner au Cameroun pour l'instant parce que, bon, voilà, on me paye quelquefois par pionnier. Je peux dire que, voilà, je n'ai pas de contrat et tout. Donc, j'essaie d'esquiver un peu la loi. Mais quand l'ordre viendra, je ne pourrai plus avoir ça. Et donc, ça va être compliqué pour moi, jeune traducteur. Donc, l'idée, peut-être pour moi, ce serait de se demander, OK, on veut un ordre, mais disons que c'est un objectif à long terme. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être renforcer la formation dans les écoles. S'il y avait un ordre pour les professeurs de traduction, je préférerais que ce soit d'abord créé en premier pour qu'on régule l'activité, pour qu'on se rassure que celui qui enseigne ou qui transmet le savoir traduit puisse vraiment transmettre le bon savoir, pour que celui qui va sortir puisse facilement intégrer un ordre en temps certain que quand il délivre un travail, il protège le client et il se protège lui. Donc, premier axe pour moi, la formation. Ensuite, est-ce que c'est même possible, mais je le dis quand même, peut-être la protection des droits des traducteurs auprès des clients, parce que
J'ai observé quand on a parlé de ce thème-là, j'ai essayé de faire des recherches. Je n'ai pas vu beaucoup d'ordres à travers le monde, des ordres de traducteurs et autres. Il y a beaucoup plus des associations, des associations et enfin, j'ai oublié les termes, mais il y a beaucoup de dénominations, mais pas des ordres. Et en général, même, ça renvoie plus à des syndicats pour protéger l'activité des traducteurs et autres. Donc, en gros, voilà mon point de vue sur la question. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et pour moi, l'idée, c'est essayer de voir comment est-ce que les choses peuvent être plus faciles pour intégrer le marché de la traduction pour les jeunes traducteurs et même pour ceux qui sont là depuis. Ensuite, on verra à long terme, vraiment à long terme, comment créer un ordre. Et peut-être que même là, c'est l'État qui le fera parce que nous, pour l'instant, on n'a pas vraiment un intérêt à le faire. Donc, désolé si j'ai été long. Merci Paul, merci Paul. Ce que je comprends, c'est comme résumé de ce que tu as dit, c'est tu veux travailler toujours à esquiver les balles. Pour l'instant, on n'est pas prêt pour l'autre parce qu'on a peur. Ah non, non, non c'est pas ce que je dis. Ok. Généralement, je vais être honnête, mais je dis, il faut quand même essayer de contextualiser ce type d'initiative. Voilà. Ah, ok, bon. Bah, avant qu'on passe à Léa, je vais peut-être ajouter quelque chose. Comme j'ai dit, certains ordres naissent avec, créent leur syndicat. Donc, c'est-à-dire que, néanmoins que la première règle de l'ordre, c'est de protéger le public, elle a à cœur ses membres. C'est pour cela qu'elle a des politiques pour pouvoir protéger ses membres. Mais ce qui ressort le plus, c'est déjà le premier objectif. C'est pour cela qu'ils créent des syndicats. Des syndicats pour pouvoir protéger, n'est-ce pas, l'intérêt du membre. Ils le font dans plusieurs, de façons différentes. C'est-à-dire que, tu as évoqué un sujet ici par rapport aux frais d'adhésion qu'il faut payer et tout ça. Je peux vous dire aujourd'hui que quand j'ai adhéré à l'OTIAC, au début, quand je travaillais en solo, je payais moi-même, je déboursais mes frais pour être membre de l'ordre, pour profiter de tous les avantages qu'un ordre a, parce que quand on est membre, on profite de beaucoup d'avantages. On paye moins pour les formations, pour aller dans certaines, disons, tout ce que l'ordre organise. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que ce que l'ordre a fait, c'est que quand tu travailles pour un employeur et que tu es traducteur, ou interprète, ou terminologue, c'est l'employeur qui paye tes droits d'adhésion à l'ordre. Par exemple, moi, dans mon cas, je travaille pour le gouvernement fédéral et je paye pas mes droits, c'est mon employeur qui paye. Si je veux faire une formation au sein de l'OTIAC, c'est eux qui payent. Hier, j'ai demandé qu'ils me payent 3 formations et ils ont payé sur le champ parce que c'est mon droit. C'est mon droit pour continuer à exercer ma profession dans la fonction publique. Il faut que je sois accompagné et l'ordre est là pour m'accompagner. Donc, si le moment arrive pour payer les frais, c'est eux qui payent, je paye plus. Mais quand on est seul, c'est sûr qu'on fait ce sacrifice. Mais quand on travaille pour un employeur, c'est l'employeur qui paye. Donc c'est déjà quelque chose que l'ordre a fait. On peut payer plus au début, ça va te faire mal, mais quand on est déjà employé quelque part, c'est que ce soit au privé, que ce soit au public, c'est l'employeur qui paye. Donc ça, je voulais un peu clarifier ça. Donc, on a écouté ce que tu as dit, donc c'est ouvert. Les autres vont juger comme ils peuvent juger. Léa, on passe à toi maintenant. Merci. Bon, c'est tellement drôle quand j'écoute Paul parler. Je suis tellement d'accord avec lui. Tu vas m'excuser, Eric, mais j'ai toujours ce souci-là. J'ai toujours ce souci-là. Quand on est à l'étranger, on voit tout ce qui est là-bas, c'est beau et tout, c'est bien, il y a des avantages et tout. Mais lorsqu'on veut contextualiser quand on veut mettre ça dans notre contexte, tu vois, c'est pas toujours ça. Toi, par exemple, tu es au Québec, d'accord. Est-ce que les réalités qui sont au Québec sont les mêmes réalités au Cameroun? Sont les mêmes réalités au Sénégal, par exemple, ou au Togo, ou au Ghana? C'est bien beau de se dire OK, il faut qu'on arrive à un ordre et tout, et tout, et tout. Mais moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, pour l'instant, comme Paul a dit, pour l'instant, moi, je ne vois pas l'utilité d'un ordre. Bon, moi, j'aurais beaucoup plus penché, comme il a dit, vers la mise, on dit quoi? Comment est-ce que je vais dire ça? Donner plus de visibilité à l'aptique, essayer de voir dans quelle mesure est-ce que les professionnels de la traduction peuvent travailler à mieux implémenter les objectifs de l'aptique
afin qu'elle soit beaucoup plus visible et qu'elle ait beaucoup plus de poids, si je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'on peut commencer par là, avant de voir comment est-ce que plus tard on pourra attaquer un autre. Mais sincèrement, pour moi, ça sert à rien. Ça, c'est pour être réaliste, hein. Pas pour être dans les rêves et tout et tout. C'est pour être réaliste. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par travailler avec l'APTIC, vu que c'est une association qui fait dans notre domaine, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler avec pour lui donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de poids. Maintenant, au Cameroun, il existe combien d'ordres? Quelle est l'efficacité de ces ordres-là? Peut-être qu'on pourrait aussi regarder de ce côté-là, avant de pouvoir penser à créer notre propre ordre. L'ordre des médecins, comment est-ce que ça fonctionne? L'ordre des avocats, comment est-ce que ça fonctionne? Tout ça là. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à la suite de tout ce que Paul a dit. Merci et bonne soirée. Merci Je voulais Léa. ajouter, comme je disais tout à l'heure, il y a des questions dans le chat. Peut-être que je peux lire avant de fermer mon micro. Oui, tu es libre. Avant de lire, là, je vais dire quelque chose. Oui, Ok. la raison pour laquelle on se pose ces questions, c'est parce que ce soit du côté des associations, que de l'APTIC, plusieurs d'entre vous se plaignent. J'ai été un exemple. On a travaillé ensemble, hier ensemble, donc je suis pas nouveau au Cameroun. Je connais le contexte. Et c'est sûr qu'on veut galvaniser la troupe, comme je vais le dire. C'est d'essayer de trouver les solutions pour pouvoir bouger un petit peu. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand on est à l'extérieur, on voit comment dire, la qualité des traducteurs qui sont formés au Cameroun. On voit cette qualité, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on puisse mériter mieux que ce qu'on fait aujourd'hui? Je peux vous dire clairement que l'OTIAC apprécie beaucoup les traducteurs qui viennent du Cameroun. Pourquoi? Parce que déjà en Afrique, je pense qu'il n'y a pas une école ou il n'y a pas assez d'écoles comme au Cameroun qui forment dans ce métier, que ce soit traducteur et interprète. Déjà, on ressort la crème. Pour la formation, moi, je n'ai rien à dire. C'est bien formé. Mais c'est juste qu'il reste des petits éléments à faire bouger la chose pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse gagner, non seulement au Cameroun, parce que nous, on est à un niveau où on est en train de gagner on veut gagner des marchés à l'extérieur. Et pour qu'on puisse avoir cette crédibilité, il nous faut une organisation assez solide. Que ce soit une association, que ce soit un ordre, il faut vraiment qu'il y ait une organisation qui puisse nous propulser afin de pouvoir même travailler avec les ordres qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a plusieurs employeurs qui veulent recruter au Cameroun, mais ont peur de le faire parce qu'ils ne voient pas un peu l'équivalence. Parce qu'une association et un ordre peuvent travailler ensemble. Donc, l'association peut-être APTIC ou un ordre au Cameroun peuvent travailler avec des ordres à l'extérieur du Cameroun. C'est comme ça se passe. Vous avez vu le colloque qui va s'organiser au Cuba. Mais c'est l'OTIAC et cet ordre là-bas qui sont alignés depuis certains temps et qui travaillent ensemble. Et ils vont maintenant ils font des échanges. Ça fait que quand un traducteur du Cuba veut traduire pour un employeur au Canada, c'est plus facile. Ils vont se dire, ils travaillent déjà en même temps, ils s'entendent déjà, donc ils ont les mêmes façons de faire, donc on n'a pas peur de donner notre travail à une entreprise qui est située dans ce pays-là. Donc c'était juste mais tout ce que tu as dit est correct là. Il faut juste qu'on trouve un moyen pourquoi ça ne marche pas avec l'APTIC. Il faut qu'on galvanise, il faut qu'on puisse faire bouger les choses, que ce soit une association, que ce soit un autre. Moi, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est ça ne bouge pas. C'est sur place pendant longtemps. Il faut vraiment... Et il y a les jeunes qui arrivent là, qui sont perdus. Avec le marché qui devient ainsi, avec la technologie qui évolue, ça devient plus compliqué. Donc, merci Léa. Tu peux lire les questions, s'il te plaît. Ok, Eric. Il y a une question de Abel. Peut-on être traducteur pigiste au Québec sans appartenir à l'ordre? Si oui, quel titre va-t-on mettre sur le document traduit? Oui, on peut être traducteur sans être membre de l'ordre. Quand on traduit, si c'est une traduction générale, une traduction qui ne nécessite pas une étampe, tu peux traduire. Mais si c'est une traduction officielle, là, ça devient compliqué. Tu pourras pas traduire parce qu'il te faut ton étampe qui montre que tu es agréé. Donc, qui certifie, par exemple, un acte de naissance, c'est pas un certificat, un acte du tribunal.
il faut vraiment que ce soit un traducteur certifié qui les tente. Mais si c'est pour traduire, disons, un communiqué ou n'importe quoi d'autre, ben, tu peux traduire tant que le client t'a offert cet emploi ou ce job-là. Ok, j'espère que pour Abel, c'est clair. Il y a une autre question de Ebama. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir s'il y a des personnes de renom dans le domaine de la traduction, voire de l'interprétation au Cameroun. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici dans le sens de créer un ordre? Ne nous leurrons pas en croyant que les anciens n'ont rien initié. Je pense que certaines revendications des anciens ont amené l'exécutif à apporter des amendements. Oui, des amendements dans la profession des traducteurs-interprètes. On a vu par exemple l'augmentation du nombre de recrues et l'âge de la retraite du traducteur-interprète a été revu à la hausse. Il y a des choses qui sont faites en amont. Nous devons faire des recherches pour mieux cerner les différentes questions liées à notre profession. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est Bernard. Ça, c'est bien dit, mais maintenant, on ne sait pas. C'est sûr qu'il y a des initiatives qui ont été menées, mais on peut pas les dire concrètement. Si parmi nous, on connaît, ben, mais moi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'engouement à un certain moment de temps où on parlait de l'aptique, on parlait de comment améliorer les choses, où ça a bloqué, je ne sais pas. Donc là, c'est peut-être aller plus proche des dirigeants de l'aptique pour pouvoir savoir ce qui a été mené. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose à ça, Paul, tu peux, avant que Léa continue? Paul a dit, ces actions sont à féliciter et à encourager. La question est la suivante. En quoi est-ce que je profite de ces initiatives en tant que freelance? Ça, c'est ce que Paul a ajouté à la suite d'Ebama. Et puis Ebama a dit, allons vers les aînés et posons-leur des questions tous azimuts pour éviter des pièges, pour mieux contourner des difficultés. Oui, oui. Oui. S'il te plaît, je peux... Oui, vas-y. D'accord. Merci beaucoup, Léa. Justement, par rapport à ce que vous disiez, et je suis entièrement d'accord avec ce que notre collègue dit, il faut aller vers les aînés parce que quand on veut une information, on va la chercher. Donc, je ne suis pas en train d'encourager la paresse en disant qu'on doit rester sur nos lits à la maison et puis se dire que l'information viendra à nous. Non. L'idée, en fait, de ma pensée, c'est que notre métier en général est un métier à travers le monde, j'ai envie de dire presque libéral, parce que l'Américain qui me contacte pour savoir si je peux lui traduire un texte n'a pas forcément envie de s'encombrer, et ça c'est la réalité, ça c'est les faits, de s'encombrer de démarches administratives en se disant, OK, il faut que je passe par l'ordre et tout ça. Parce que lui, il a un réviseur qui va, lorsqu'il va me faire passer à un test, qui va lui dire si je suis bon ou pas. Donc, voilà comment les choses fonctionnent. Maintenant, l'ordre ou alors l'association va aider le gouvernement à recruter des personnes qui sont validées. Parce que la plupart des métiers qui fonctionnent avec les ordres sont des métiers, j'ai envie de dire, intangibles. Parce que, par exemple, un avocat, tu ne peux pas le tester avant de savoir s'il est bon avocat ou pas. Tu ne peux pas tester un architecte avant de savoir s'il est architecte ou pas. Il faut un ordre qui va te garantir qu'il est bon, qu'il est bon ou pas, qu'il a bien été formé ou pas. Maintenant, je le dis aussi parce que j'ai assisté à un débat une fois lors d'une soutenance. Certains professeurs à l'Institut de Boya, certains membres du jury disaient il y a des personnes qui n'ont même jamais été. Sûrement, il a eu un souci avec sa connexion. Ok, bon, on va continuer. C'est sûr que quand il va revenir, on va peut-être retoucher cette partie. On va continuer à la prochaine question. Il n'y en a plus beaucoup pour continuer à voir. Bon. Ici, la prochaine question, c'est quelles sont les recommandations que vous pouvez proposer pour donner lieu à la création d'un ordre dans votre pays? Je pense qu'on a un peu touché à cela. Donc, on dirait, n'est-ce pas, la formation. On parlait de formation, on parlait de sensibilisation, on parlait de renforcer les associations qui sont là pour pouvoir donner assez suffisamment de temps pour mûrir l'idée et de pouvoir passer à l'ordre. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, sinon on peut passer à une autre question. Bon, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez poser la question, on peut revenir en arrière. Donc, parce qu'on va finir dans quelques minutes. Quelles sont les difficultés à surmonter pour atteindre l'objectif lié à la création de cet ordre?
Est-ce qu'on en avait parlé? Si oui, est-ce qu'on peut se rappeler de certains de ces faits? Bon, je pense que la première question, il y avait une question que quelqu'un posait là, il disait c'est qui doit initier la démarche, qui on doit contacter et tout. Moi, je dirais, comme j'ai toujours dit, c'est de pouvoir aller à la source, poser les questions, faire ce qu'on peut faire à un autre niveau pour pouvoir atteindre l'objectif. Oui, je vois que quelqu'un a écrit dans le chat. Est-ce que tu peux me lire sa question, Léa, s'il te plaît? Abel dit, je pense l'ordre donnera plutôt du poids à la profession, car la présence de l'ordre voudra dire que l'État donne de l'importance à ce corps et souhaite l'encadrer. Oui, ça c'est, on peut pas refuter ça, ça c'est vrai. Parce que dès lors où le gouvernement met la main là-dedans, c'est sûr que ça donne de l'importance. Ça change beaucoup de choses. Et ça nous démontre que on n'est plus dans l'ombre. Parce que oui, il y en a plusieurs qui disent, moi je suis du groupe qui pense que le traducteur ne devrait pas être dans l'ombre. Ok? Quand on est dans l'ombre pendant longtemps, on est exploité. Donc fait que à un moment donné, c'est une profession qui doit évoluer. Les temps changent et nous aussi on peut ressortir de là. Je pense qu'il y a un débat qui se passe maintenant avec les traducteurs littéraires qui posent la question de savoir s'ils ont des droits d'auteur sur la plupart des livres qu'ils traduisent. Oui, c'est un débat qui va très loin. Parce qu'auparavant c'était, oh, bon, tu es traducteur, tu traduis un livre, bon, c'est fini, je te paye et c'est basta. Mais moi je pense que avec ce qui change maintenant, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que quand on traduit un livre, parce que quand on traduit un livre, c'est tout un art. Quand on veut, non, quand on écrit un livre, c'est tout un art. Quand on veut traduire ce livre, il faut aussi mettre assez d'art pour que ça ressorte. Parce qu'il ne faut pas juste la traduction d'un livre ou d'un roman ou d'un poème. Ce n'est pas juste la traduction comme une traduction bon, normale, un journal ou quelque chose. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de créativité. Et on pourrait peut-être encourager les traducteurs à avoir une partie des retombées de traduction littéraire. Donc c'est juste pour ajouter à ça. Donc oui, moi je suis d'accord. Avoir un ordre change la donne. Par rapport aux ordres qui existent déjà au Cameroun, oui, il faut se poser la question comment ça se passe. Mais moi je pense que ce que j'ai vu avec les docteurs, les médecins, je pense que c'est assez réglementé. On peut pas savoir ce qui se passe dans le détail, mais il y a quand même une certaine régulation, il y a quand même une certaine façon de faire, et on le voit même par rapport à ce qui se fait sur le terrain quand je parle de leur métier en fait. Donc il y a cela. Je pense aussi que les infirmiers ont une ordre, si je me trompe pas, ou c'est une association. J'ai vu qu'il y avait pour certaines personnes qui immigraient, j'ai vu qu'il y avait des documents qui ressortaient de là avec vraiment tout est des écrits par rapport à un candidat. Donc c'est un suivi qui se fait. Et puis aussi l'accompagnement dans la formation est nécessaire. Certains d'entre nous, on se cache derrière une profession, pourtant ce n'est pas vraiment on n'est pas vraiment, comment dire, galvanisé par cette profession. Donc, avec un ordre, c'est sûr qu'il y a ce suivi qui se fait pour perfectionner la chose. C'est mieux d'être perfectionniste que d'être toujours dans une sorte de bulle qui n'a pas de sortie. Donc, moi, je pense que j'appuie cette idée, en fait. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière, je pense. Et puis, on pourra parler d'autres choses. Ouais. Parlons des frais d'adhésion, que ce soit de l'association, de la TIC, je pense que moi je pense qu'il y a un problème là. Et peut-être certains d'entre vous ne vont pas parler de ça, mais si on parle de ça, il faut qu'on parle de l'ordre. Si demain il y a un ordre. Qu'est-ce que vous pensez des frais d'adhésion au niveau des associations et des ordres? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins ou ça répond vraiment à ce que vous attendez? Et sinon, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait avec ces montants qui sont reçus comme membres? Ou est-ce qu'il faut qu'ils soient réduits pour que plusieurs personnes adhèrent, pour que ça change les choses? Donc, je reste à l'écoute. Et ça, c'est la dernière question. C'est vrai que j'ai pas levé la main. Oui, sans problème. Tu peux aller à ça. Tu peux aller. Ok. Comme tu as dit tout à l'heure, en ce qui concerne le fait de donner plus de visibilité, plus de poids à l'APTIC, qui est l'association qu'on connaît tous, pourquoi pas baisser les frais d'adhésion, comme tu disais tout à l'heure, afin d'avoir beaucoup plus de membres et que la voix des traducteurs soit beaucoup plus entendue. Ça, c'est un exemple. En fait, moi, je suis d'accord par rapport à cela parce que pour moi, les frais d'adhésion sont énormes. Sincèrement,
surtout pour les jeunes traducteurs qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de faire partie de ce type d'association afin qu'on puisse leur tenir la main. C'est vraiment énorme. Donc, je ne sais pas, peut-être ils pourraient fixer un taux pour les jeunes traducteurs, par exemple, et un autre taux pour ceux qui ont beaucoup plus d'expérience. Essayer de faire un échelonnage afin que tout le monde puisse y trouver sa place. Donc, voilà. Oui, ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Moi, je pense aussi exactement ça. Il y a des questions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir à quoi s'élèvent les frais déjà. Je ne sais pas si tu connais, Léa, ou toute autre personne qui connaît là peut nous dire. Euh, avant lui, il y a Abel qui a dit, du coup, ceux qui saturent le marché en prétendant qu'ils sont professionnels, alors qu'ils ne le sont pas, ne pourront plus exercer, du moins pas librement, ce qui avantagerait les vrais professionnels que nous sommes. Je pense qu'il rebondissait par rapport à la question précédente C'est bon. Oui. de l'importance de l'ordre. Ok. Mm. Et Bon, moi, je pense, je ne me souviens pas, mais je pense qu'une fois, j'ai vu que pour être membre, il fallait payer 25 000. En tout cas, j'avais vu toute une liste, mais ce qui avait retenu mon attention, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune traductrice, le prix m'avait un peu effrayée, quoi. Du coup, je crois que c'est dans les 25 000 en montant. Je sais pas si ça a changé entre-temps. Ceux qui ont beaucoup plus d'informations peuvent nous en parler. je pense que la dernière fois, quand j'avais vu ça, je pense que c'est 2 ans cela, c'était dans les, je sais pas si c'est 50 ou 100 000, quelque chose comme ça. Et ben, je pense qu'il y a un nouveau président qui est, ouais, 50, je pense que c'était 50, mais je sais pas, il y a un nouveau président qui vient d'être élu. Et je pense que j'ai écouté une de ces discussions où il était en train de parler des changements au sein de l'optique et puis il parlait d'une réduction. Une réduction des frais d'adhésion. Bon, ça c'est à vérifier aussi. Oui, effectivement, surtout pour les jeunes, pour les jeunes traducteurs, c'est important de quasiment surtout même les étudiants. Ça commence avec les étudiants. Je vais vous donner un exemple au sein de l'ordre. Donc, au sein de l'ordre, quand on est étudiant, on ne paye pas les frais. On devient membre étudiant de l'ordre de l'OTIAC, qu'on soit au Cameroun, n'importe où dans le monde, tant qu'on est étudiant de notre profession, on peut adhérer à l'ordre. Il y en a plusieurs de nos confrères qui sont déjà membres de l'ordre en tant qu'étudiants, ils payent rien. Et ils ont cette ouverture de pouvoir participer, que ce soit aux formations, que ce soit aux colloques et tout, à des prix tellement réduits. Je pense que leurs prix sont même réduits par rapport aux membres qui sont, les personnes qui sont membres. C'est-à-dire que si une formation coûte peut-être $50, eux, ils vont payer $25. Et ils ne payent pas les droits. Et puis après même la graduation, après avoir fini les études, je pense sur les 3 premières années, les frais augmentent, je pense, de manière progressive. C'est-à-dire que les frais sont vraiment bas. Après la première année, quand on a fini, donc on est sur le terrain, 1 an, les frais sont tellement bas. La deuxième année, quand on a 2 ans d'expérience, les frais augmentent un petit peu. Quand on a 3 ans, ça augmente. Et je pense à la 4e, ça passe au prix normal. Donc, il y a cet accompagnement-là qui fait que il y a ce renouvellement qui se fait facilement au sein de l'OTIAC. Je pense que l'optique devrait regarder dans ce sens-là pour pouvoir, n'est-ce pas, surtout les étudiants, les amener là-dedans afin de pouvoir, pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Et puis, bon, quand ils ont fini ou quand ils ont assez d'expérience, là, ils pourront juger s'ils peuvent continuer à être membres ou pas. Et puis peut-être apporter aussi des appuis, on ne sait jamais. Donc c'est un peu ça que moi je voulais dire. Donc l'idée est très belle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'écrire, Abel qui dit, le nouveau président a changé la règle en permettant le paiement en 2 tranches. Aussi, il fallait 5 ans d'expérience pour pouvoir adhérer. Il a réduit à 3 ans. Voilà encore une autre barrière. Ouais, ça c'est Parce que ça, c'est une barrière. C'est une grosse barrière. Pour comme tu as dit tout à l'heure, un étudiant qui a la niaque, qui est vraiment, on va dire quoi, qui a encore le sang vif, c'est une barrière. Ouais, ça c'est certain. Parce que si on continue comme ça, justement, on va demeurer dans cette ombre des traducteurs. Ça, c'est une grosse barrière. Ouais, je pense que de ce côté, il faut changer ça. Il faut vraiment que les étudiants puissent adhérer à l'ordre de façon simple. Même si c'est un montant symbolique. Si l'association juge qu'ils ont besoin
de l'argent pour pouvoir mener bien leurs activités. Il faut quand même, parce que c'est eux qui font les traducteurs de demain. Donc, s'ils sont accompagnés, comme dans le cas de l'Aptic, où ils sont là, gratis, pendant qu'ils sont étudiants, ben, ils apprennent beaucoup de choses. Et ils gagnent en expérience, parce que c'est aussi en gagnant, en travaillant avec les aînés qu'on gagne de l'expérience. Le mentorat et tout passe par là. Je voudrais vous dire aussi que l'ordre des traducteurs de l'OUTIAC, elle accompagne les traducteurs dès qu'ils finissent leurs études. Il y a un mentorat qui est mis au point pour accompagner les traducteurs. Je pense que pour moi, j'avais passé à peu près 6 mois. 6 mois de mentorat avec quelqu'un d'expérimenté qui est déjà dans la boîte. J'étais étudiant et traducteur quand j'ai fini. Et j'ai eu un mentorat pendant 6 mois et j'ai traduit des textes du gouvernement fédéral. Je pense 50 000 mots que j'ai traduits avec lui. Donc, il m'accompagnait pas à pas. Il vérifiait tout ce que je faisais. Il s'assurait que c'est bien fait et il me corrigeait. J'entrais dans une autre formation. C'était un peu différent de l'école. C'était totalement différent de l'école. À l'école, oui, c'est sûr qu'on nous apprend tout, mais on n'était pas spécifique pour la réalité. Vraiment, c'est vraiment un traducteur qui est déjà sur le terrain, qui peut te dire, bah, ce que tu as appris à l'école, bah, il y a quand même un changement. Voici comment ça se fait sur le terrain. C'est très, très apprécié par rapport à ça. Oui, c'était ça pour appuyer ce que tu venais de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas. En tout cas, pour l'instant. Ben, sinon, on va juste aller à la dernière page et puis conclure. Ben, merci, c'est la fin. Merci. Pour ceux qui aimeraient avoir à nous contacter ou à me contacter, ben, il est juste à écrire à itokaservice@gmail.com ou le numéro WhatsApp qui est le +1. Il faut toujours ajouter le +1, sinon vous n'allez pas me voir. +1 418 930 4558. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'être présent aujourd'hui pour qu'on en parle. C'est un sujet important pour nous en tant que professionnels. Moi, ce qui m'anime, c'est de voir que c'est possible dans notre métier de pouvoir de pouvoir changer les choses. Je suis dans 2 mondes. Je suis au Cameroun, je suis au Canada et je vois ce qu'on a à bénéficier, les profits qu'on peut en tirer si on essaye de rendre visible notre profession. On peut le faire et je pense que le gouvernement est ouvert si nous nous engageons à parler. Il faut qu'on commence à parler. Le fait qu'on est calme, je pense que c'est ça qui pose le problème. Il faut qu'on commence à s'insérer dans des aspects, parler. Moi, je suis ouvert. S'il y a un comité qui s'ouvre demain pour parler par rapport à ça, je suis ouvert. Voilà mes contacts, on peut travailler. Comme j'ai dit, n'hésitez pas, si vous trouvez une porte de sortie pour pouvoir vous exprimer, exprimez-vous. Je pense que Speed Expertise fait beaucoup de travail par rapport à son magazine. J'encourage tout le monde qui a quelque chose comme un article à écrire, de pouvoir l'écrire. Moi, je pense que je dois écrire quelque chose et je vais le faire le moins important. Donc, merci. Ça met fin à notre petite réunion. Je pense qu'on aura plusieurs comme ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas à le mettre dans le forum et on va trouver le temps de pouvoir échanger comme ça. Bon. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Nuit. Merci. Ok. À tantôt.